En mécanique classique, lorsqu'une particule arrive face à un mur, si elle ne va pas trop vite, elle va rebondir. En mécanique quantique, la même particule arrive et a une chance non nulle de passer au travers. Vous voulez savoir pourquoi? Ah bah c'est parti! Dans la suite, on va se référer à un comportement observé en mécanique classique pour montrer qu'en mécanique quantique, les choses peuvent se passer différemment. Donc imaginons une bille qui est lâchée à une certaine hauteur d'un manège. Vous avez ici la hauteur z, en fonction d'une autre coordonnée de l'espace, x par exemple. On met cette bille à cette position initialement, et vous savez tous que si on la lâche, elle va dévaler la pente et puis elle va décoller ensuite. On a deux zones à traiter. La première zone, elle dévale la pente, elle augmente sa vitesse, son énergie cinétique, et puis dans la deuxième zone, qu'est-ce qui se passe? Elle va diminuer sa vitesse, mais elle a suffisamment de vitesse pour franchir cette petite barrière qui se trouve entre 2 et 3. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 3? Elle a une certaine vitesse initiale, donc elle va décoller puisqu'elle n'est pas attachée au rail. C'est pas bien, c'est dangereux, ne faites pas ça chez vous. Si on fait la même chose, mais que cette fois-ci on la lâche d'une hauteur initiale plus faible, eh bien en fait elle va se déplacer jusqu'à remonter, s'il n'y a pas de force de frottement, à exactement la même hauteur que la hauteur de départ. Et là elle aura une vitesse nulle. Elle n'aura plus assez d'énergie pour monter plus haut, puisque là elle aura atteint son énergie potentielle maximale. Et du coup, elle va revenir en arrière, et puis elle va faire des allers-retours comme ça, elle va osciller autour d'une position d'équilibre. C'est-à-dire que, en réalité, lorsque la bille se trouve à cette hauteur, eh bien, elle va être cantonnée à rester dans cette zone d'espace. Voilà. Il y a ce que l'on appelle ici une barrière de potentiel qui l'empêche de sortir. En mécanique quantique, les choses se passent un petit peu différemment. Lorsque la bille se retrouve ici, alors c'est plus vraiment une bille, c'est un système quantique, mais appelons-la la bille pour le moment, eh bien lorsqu'elle est ici, elle a une probabilité non nulle de passer à travers la barrière et de se retrouver de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Premièrement, mais comment ceci est possible? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des applications à cela? Alors on va d'abord voir la chose la plus facile, où il n'y a pas besoin de mathématiques, les applications. Alors en 1981, c'est l'année de ma naissance, c'est cool, a été inventée en fait la microscopie à effet tunnel. Donc qu'est-ce que c'est que la microscopie à effet tunnel? C'est voir les atomes en utilisant un courant qui ne passe que par effet tunnel entre la surface et une pointe métallique que l'on va approcher très très près de cette surface. En 1985, 4 ans après, les découvreurs ont eu un prix Nobel. À titre d'exemple, à quoi ça a servi cette microscopie à effet tunnel? Vous voyez en fait les atomes. Donc par exemple en 90, IBM, ils ont positionné des atomes de xénon sur une surface et ils les ont manipulés. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous dire ce qu'on peut faire avec. On peut visualiser des molécules, plus précisément des fonctions d'onde électroniques. Vous avez ici des phthalocyanines, donc ça c'est un résultat qui est issu d'un papier de 2003 dans Science, et vous voyez le résultat. Le type d'appareil qui est utilisé, je ne vais absolument pas le détailler, parce que ça me prendrait plus d'une vidéo, mais ça ressemble à ce genre de choses en fait. Donc vous voyez, c'est assez amusant, parce qu'il y a beaucoup de papier alu autour de cette chambre à vide, de ces chambres à vide. Et pourquoi le papier alu? Parce qu'en fait on doit étuver les parois, parce que étuver, ça veut dire qu'on va chauffer un petit peu les parois pour les dégazer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a de l'ultra vide, donc c'est un vide qui est à 10 puissance moins 10 millibars. Vous rendez-vous compte, vous travaillez sous une atmosphère de 1 bar à peu près, 0,9, 1,1, ça dépend, mais autour de 1 bar. Et là on est à 10 moins 10 millibars, d'accord, 10 moins 13 bars, c'est tout petit. Et pour faire ça, il se trouve qu'en fait, il y a du gaz, des molécules qui vont rester sur les parois, et il va falloir les dégazer, en chauffant un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a du papier alu. Voilà, c'est que ça garde la chaleur en fait. Voilà. Parce que dedans, il y a une résistance chauffante. Bon, revenons-en au sujet. Comment est-ce que cet effet tunnel est possible? Pour faire ça, on doit se tourner du côté de la mécanique quantique. Donc je rappelle, vous avez l'état psi de la particule, qui est une particule de masse m, avec R la position et T l'instant T, que je vais simplement symboliser par psi. Mais on n'oublie pas que pour le moment, elle peut varier dans l'espace et dans le temps. On rappelle le résultat de la vidéo précédente, qui est l'équation de Schrödinger dépendante du temps, où on a ici une dérivée partielle temporelle et h l'opérateur hamiltonien. Cette
Cet opérateur hamiltonien, on a vu qu'il était composé de deux parties, une partie énergie cinétique et une partie potentielle qui décrit l'ensemble des interactions. Dans la vidéo, on a décrit comment agit l'énergie cinétique sur la fonction d'onde psi en exprimant à partir de l'opérateur quantité de mouvement, grand P, mais par contre, on n'a absolument rien dit sur V. Vous pouvez voir cette vidéo comme comment va agir V sur la fonction psi. Donc on rappelle, cet hamiltonien agit de cette façon. On a l'opérateur laplacien. Cet opérateur laplacien, c'est en fait l'opérateur nabla, donc dérivé par rapport à la position qui est appliquée deux fois consécutivement. Et comment est-ce qu'il agit sur ces variables d'espace? Donc on a vu tout ça dans la vidéo précédente. L'opérateur nabla, si psi ne dépend que de x en termes de position, en fait ça va être simplement la dérivée par rapport à x sur l'axe x. Donc on fait agir ça deux fois. Au final, on a la dérivée seconde qui va apparaître. Et donc en fait, le laplacien d'une fonction d'onde qui dépend de x, c'est en fait sa dérivée seconde. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de dépendance du temps dans ce terme-là. Et dans ce terme-là, V, donc V, c'est quoi? C'est le potentiel d'interaction. C'est là que la physique de l'interaction, que l'on n'a absolument pas décrite pour le moment, va être décrite. Donc V, en fait, va changer en fonction du problème physique étudié. Et on va se mettre dans le cas où V ne dépend pas du temps. Dans ce cas-là, V a cette forme particulière que vous reconnaissez ici, qui est une forme constante au cours du temps, mais qui dépend de x. Le potentiel n'est pas le même partout dans l'espace. Ça décrit très bien des interactions entre atomes, entre particules, entre une particule et un mur, plein de choses. C'est vraiment une forme assez standard. On va la simplifier un tout petit peu pour pouvoir traiter analytiquement le problème. Donc on va remplacer ce potentiel par le potentiel en pointillé ici. Donc ça ici, c'est lorsque le potentiel est nul, quand on est à l'infini, lorsque x est complètement sur la droite, c'est égal à 0. Ici, on va avoir ce que l'on appelle des états liés là-dedans. Ça, c'est les états de cœur qui sont ici. Voilà, ça veut dire que ça monte vers l'infini et qu'on ne peut pas se rapprocher. Voilà, on est limité à une distance limite parce que y a la répulsion, par exemple, coulombienne. Et ici, on a ce qu'on appelle la barrière de potentiel. On va appeler par moins V0 le minimum et par VB cette barrière de potentiel. Très bien. Donc c'est rappelé ici à quoi va être égal V dans les différentes zones d'espace, ces zones 1, 2 et 3. Donc ce sont des constantes à chaque fois. L'équation de Schrödinger, ici, elle est très bien, c'est une équation que l'on appelle dépendante du temps, mais comme on vient de le voir, dans l'hamiltonien, il n'y a rien qui dépend du temps, donc est-ce qu'on ne peut pas simplifier cette équation différentielle? En fait, si, et les états vont être des états dits stationnaires, parce qu'en fait, l'hamiltonien ne dépend pas du temps. Regardons comment agit sur la fonction de l'onde d'un état stationnaire la dérivée partielle par rapport au temps. Donc, un état stationnaire est défini par ceci. En fait, on sépare de cette façon la position et le temps d'un état stationnaire. Donc, un état stationnaire, c'est une partie dépendant de l'espace multipliée par une exponentielle complexe du temps. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité de probabilité, si je prends la densité de probabilité, c'est le produit des carrés des densités de probabilité de ces deux termes. Et la valeur absolue d'une exponentielle complexe, elle vaut 1. Vous savez qu'exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Vous prenez la valeur absolue de ce truc-là, ça va vous faire racine carrée de cos carré plus sinus carré de θ ou de oméga t ici en l'occurrence. Ça vaut 1. Donc du coup, la densité de probabilité d'un état stationnaire ne dépend pas du temps, c'est bien ce qu'on cherchait à obtenir. Bref, notre état stationnaire est égal à ceci. Si je dérive par rapport au temps psi, la partie espace ne dépend pas du temps, donc je peux la sortir, et au final, je n'ai à dériver que cette exponentielle complexe, qui vaut moins i oméga. Bon, je multiplie par i et par h bar, et au final, ça me donne cette expression qui est simple, i h bar d psi sur dt, c'est e psi. Et ça, c'est aussi égal à h psi. Donc je viens de montrer finalement que h psi égale e psi, avec e, les valeurs propres de l'hamiltonien. J'ai ici une équation que l'on reconnaît si on a déjà fait de l'algèbre linéaire, c'est une équation aux valeurs propres. Donc maintenant, on remplace h psi par e psi, et puis on n'a plus de dépendance du temps du tout. Et donc l'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit comme ceci. E psi, c'est égal à un terme d'énergie cinétique fois psi, plus le potentiel qui agit sur psi. Donc ça, c'est une équation différentielle qu'on va devoir résoudre. Montrons que c'est une équation différentielle.
Je vous rappelle, hein, on a le potentiel qui a cette forme, on l'approxime par cette forme, et donc au final, on a 3 zones d'espace avec V constante qui vaut soit 0, soit VB, soit moins V indice 0. Hein, donc 3 constantes différentes qui vont coder la physique dans ces 3 zones-là. De façon générale, l'équation de Schrödinger s'écrit comme ceci maintenant. On fait passer le V de l'autre côté qui devient moins V, je mets ça en facteur, j'appelle ça A1, c'est une constante, E moins V c'est une constante, appelons-la A pour le moment, peu importe sa valeur. Ensuite, je prends ce terme-là ici, je le fais passer de l'autre côté. Hein. J'ai donc une nouvelle constante qui vaut moins b, et au final, bah, si je mets ça sous cette forme-là, vous obtenez bien une équation différentielle de degré 2. Attention, j'ai rien dit sur b. Hein. B va pouvoir être positif ou négatif en fonction de la différence entre le potentiel et l'énergie. Imaginons une particule qui arrive de la droite de notre schéma avec une énergie cinétique faible, donc de la zone 1. Bon, maintenant, si la particule est quantique, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais simplifier un tout petit peu le problème maintenant pour éviter d'avoir à passer des tonnes et des tonnes de transparent, puisque au final, ça va être la même chose. Donc, au lieu d'avoir ce potentiel, je vais utiliser ce potentiel-là. Je vais juste dire que le V indice 0 va être égal à 0, en fait. Hein, voilà. Mais ça ne va pas changer grand-chose sur mon résultat. Donc, traitons dans la zone 1 ce qu'il se passe. Dans la zone 1, V égale 0, ça veut dire que je remplace, j'obtiens ceci. Bah ça, je peux le mettre sous une autre forme. Hein. Le point-point ici, c'est la dérivée seconde par rapport au temps. Ça me donne cet équadif qui a une forme bien sympathique. J'appelle ça la constante K1. C'est une constante qui dépend de l'énergie, on verra après. Voilà. Et je vais mettre un petit indice Z1 pour dire que je suis dans la zone 1. On fait pareil dans la zone 2, cette fois-ci mon potentiel n'est plus nul, bon, j'ai une dépendance en ce potentiel, comme VB est plus grand que E, on va avoir ici un terme qui va être négatif, j'appelle alpha la constante positive, et la zone 3, on a encore une fois le potentiel qui est égal à 0 cette fois-ci, ça va me donner une nouvelle constante, la constante c'est K1 comme au début, voilà. Du coup j'obtiens 3 équations différentielles qui sont de cette forme, avec alpha et K1 qui sont des constantes positives, dont les solutions, on peut rechercher les solutions générales sont de cette forme-là en fait, où vous avez des coefficients A, B, C, D, E et F devant des exponentielles alors complexes pour les zones 1 et 3, et pour la zone 2, en fait c'est pas une exponentielle complexe, hein, c'est une exponentielle tout court, voilà, ça c'est important. Petite info, hein, pour être solution de l'équation de Schrödinger, en réalité un état doit être de carré sommable. Ici on ne va pas aller dans ce détail, hein, ça c'est pour les puristes qui pourraient me le reprocher après. Je fais un truc qui est intermédiaire là entre un cours et de la vulgarisation. Hein. Donc voilà, on oublie ce truc là. Voilà. Bon, on va pas aller dans ce détail, mais on va clairement manquer de rigueur, hein, ça c'est clair. Donc, on devrait aussi discuter la continuité de la fonction d'onde, sa dérivée première à l'interface entre les deux zones. On va pas faire ça. Parce que en fait, ça prend trop de temps, et au final, c'est juste pour vous dire qu'on va obtenir des relations, si on faisait ça, entre A, B, C, D, E et F. Je cache cette étape parce qu'elle est longue, elle apporte pas grand chose, mais au final, ce que l'on appelle le facteur de transmission entre la zone 1 et la zone 3, ce sera égal, on peut montrer, au facteur, la constante E divisée par la constante A module au carré. Et ça, si on remplace, ça donne une formule qui est un petit peu barbare, il y a un sinus hyperbolique au milieu, voilà, il y a plein de constantes, bref, il y a la largeur du puits, A ici, hein, puisque j'en ai pas parlé pour le moment, mais il a une certaine largeur, ce puits, hein, d'accord, dans l'espace. Et si je fais une application numérique de ce truc-là, si l'énergie de ma particule incidente est de 1 électron-volt, ma barrière est de 2 électron-volts et ma largeur du puits est de 5 Armstrong, hein, donc 5 Armstrong, c'est pas énorme, d'accord, c'est à peu près la taille de l'hydrogène dans l'état fondamental, et on voit que la transmission elle est très faible, elle vaut à peu près 2%. Donc il y a une probabilité non nulle, mais qui est faible. Si maintenant la largeur du puits, je change que ça, je mets que c'est 1 angstrom, ce qui n'est pas impossible, dans ce cas-là, je vais passer carrément à 80%, pas très loin, 78%. Bref, on voit que la largeur du puits ici a un rôle très important. Ne retenez pas la formule, c'était pour montrer qu'il existe une formule. Un jour, je ferai peut-être une vidéo pour dériver ça, mais voilà, là, c'était pas forcément intéressant. Donc il existe plein de cas différents de barrières et de formes de potentiel, etc. Je vais en donner quelques-unes. Donc déjà, ça c'est une première. Voilà, ça c'est une barrière. Hein. On a une particule qui arrive avec une certaine énergie sur la droite, on a vu qu'elle a une probabilité non nulle de la franchir. Il existe aussi le puits de potentiel, hein, qui est un puits de potentiel fini, d'accord. Donc on peut y piéger des choses dedans.
Il existe un puits de potentiel infini, c'est-à-dire que les murs sont infiniment hauts, on ne peut pas vraiment en sortir ce truc-là. Voilà. Il existe un double puits fini, hein, je ne le précise pas ici, un double puits avec une certaine barrière au milieu. Et alors ça, en termes d'application, par exemple, ça peut être la molécule d'ammoniac, NH3. Vous le savez peut-être pas, mais dans un plan, vous avez 3 atomes d'hydrogène, et la molécule d'ammoniac, en fait, c'est quoi? C'est un atome d'azote qui est en dehors de ce plan formé par ces 3 atomes d'hydrogène. Eh bien, l'atome d'azote a la possibilité, le noyau d'azote a la possibilité de passer au travers de ce plan, et pour résoudre ce genre de problème, on utilise des potentiels à double puits qui ont cette forme-là. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On a parlé d'une particule qui était piégée dans un puits quantique, et on a vu qu'elle pouvait sortir de ce puits éventuellement, en fonction de la taille de ce puits, etc. La prochaine fois, on va changer un petit peu de système, et on va revenir sur un truc que vous connaissez, puisqu'on va parler de l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Eh bien, on va voir qu'avec l'atome d'hydrogène, on est capable de prédire les différents états de l'atome d'hydrogène et en gros les transitions qu'on observe en spectroscopie. Le modèle de Bohr était capable de le faire de façon un petit peu trop simpliste. Là, on va voir que c'est un petit peu plus sympathique, un petit peu plus dur mathématiquement, carrément dur en fait, avec tout un tas de polynômes que les matheux adorent, hein, c'est ça, on parlera de ça la prochaine fois. Allez, n'oubliez pas surtout de rester critique.